La France, pays millénaire, berceau du champagne, de l'Armagnac, du pastis et de la pétanque. Ça fait 70 piges qu'on se tape la fabuleuse histoire d'une France adolescente, pucelle, mal dans sa peau. 200 ans d'une république balbutiante qui ne s'est souvenue que du roi Soleil en collant et en perruque, tout en oubliant une nation qui rayonnait aux quatre coins du globe, dans les arts, la guerre, l'industrie et la foi. On commence au IIIe siècle avec la fin de la paix romaine, la Pax Romana. Les barbares, venus du nord, adorent se foutre sur la gueule. Ils adorent aussi le pognon, les gadgets et les trucs qui brillent. De l'autre côté, les Romains, qui ont aussi plein de pognon et adorent aussi se foutre sur la gueule, les engagent comme mercenaires. On retrouve donc un bon nombre de chevelus en sandales et en jupe dans les armées de César. César d'ailleurs veut dire Kaiser. Il n'y en a pas qu'un seul, celui que tout le monde connaît, Julius, Jules, Jules César, mais plusieurs, car c'était le nom que l'on donnait aux empereurs romains de l'époque. En ces temps, nous avons dans l'Allemagne, la Belgique et au nord de la France actuelle, une peuplade de tribus appelées les Francs, qui sont en réalité un groupement de tribus, les Francs saliens en Belgique et les Francs rhénans en Allemagne. Et pendant les 100 prochaines années, ils vont piller le nord de la France, puis repartir chez eux, puis revenir, puis repartir. Donc on pille, puis on remonte à la maison, puis encore on pille, puis un jour on s'installe en Gaule. Parce qu'en haut, il caille, il fait froid, les paysages sont plats, alors qu'au nord de la France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais il fait chaud et les femmes ch'tis, sont pas farouches. Et les premiers qui vont faire ça, c'est les Francs saliens. Et ce sera ces Francs-là qui vont marquer l'histoire de cette France millénaire, celle de Dagobert, de Napoléon et de Francis Lalanne. On commence donc avec la première dynastie, celle qui pose la base de la royauté française, avec l'arrivée et l'installation d'une brute épaisse au doux nom de Clodion. Clodion le chevelu. Futur père d'un bonhomme que vous connaissez tous, Mérové, et qui donnera le nom à la dynastie des Mérovingiens. Alors attention, Clodion, c'est un païen. Clodion, il va s'installer avec son équipe, comme un gitan à Tournai et à Cambrai, puis progressivement, il va s'arrêter de faire des pillages. Bon, il va quand même continuer à martyriser ces mecs en sandales et en jupe qu'on appelle les Romains, parce qu'on se refait pas. Et Clodion est tellement bon qu'il récupérera des terres au nord de l'actuelle France. Voilà pour le panorama initial. Deux faits importants, entre l'an 300 et l'an 400. On a Martin, officier romain et chrétien, qui est super cool avec tout le monde. Lui voit un mendiant qui se pèle les meules depuis des semaines, et il décide de lui filer sa cape. Il sera tellement cool avec tous les clodos qu'on le canonisera. Et il deviendra Saint-Martin, officier chrétien et romain. Et pour le coup de la cape, on dira plus tard que chapelle, capella, vient du mot cap. Autre fait important, qui va un peu nous reconnecter avec les Mérovingiens, en 451, on a une gosse qui vient de Paris, qui s'appelle Geneviève, qui entend parler des Turco-Mongols. Et ça, c'est les noms composés qui montent à cheval, et ça, elle aime pas trop. Donc du coup, elle flaire que ça sent pas bon, et s'ils arrivent dans la cité parisienne, que l'on nomme Lutèce à l'époque, ça va pas bien se terminer, quoi. Surtout que les Turco-Mongols, c'est les Huns, et qu'ils sont pas connus pour faire dans la dentelle, puisque leur cavalier en chef, c'est Attila. Donc la gamine, elle convainc tout le monde de bomber le torse et de se mettre sur les remparts de Paris, de Lutèce. Et Attila, quand il arrive devant Paris, devant les grandes murailles, il voit 3 pélos mal rasés et un rachitique, et du coup il a une grosse flemme. Du coup, il se détourne de Paris et on canonise Geneviève parce qu'elle a sauvé Paris. Donc voilà, elle deviendra Sainte Geneviève, protectrice de Paris. Donc, on a réussi à faire détourner Attila de son chemin, mais Attila, il s'est pas tapé 10 000 km de viol et de terre brûlée pour arriver sur les côtes atlantiques et enfiler des perles. Du coup, il commence à cramer des villages dans le sud de Paris avec ses copains les Huns, et Mérové, fils de Clodion, il dit stop. Il chope Attila et son équipe par le col et leur offre à la future France son premier combat légendaire, la plus grosse salade de phalanges de l'époque, la bataille des champs cataloniques, où Attila se fait littéralement baiser. Voilà. Mérové y fait donc une splendide performance durant le combat, et par la même occasion, il convainc Rome que même si les Francs, son peuple, c'est des gros bourrins et ils sont pas lavés les fesses depuis des mois, c'est tout de même mieux que de voir sa femme se faire violer par des mecs aux yeux brûlés pendant que ta maison crame. Donc Mérové, il va avoir un gosse, Childéric, en francique veut dire puissant à la guerre, un beau bébé d'1m80, ce qui est un peu l'équivalent des basketteurs de 2m30 à l'époque, et bien sûr, Childéric, les cheveux longs. Petite parenthèse, c'est Samson qui, dans la Bible, explique, sans trembler des genoux, que la force est acquise par la chevelure. Donc à l'époque, si tu es chauve, c'est de ta faute, tu n'es qu'une baltringue, ou t'as fait le bâtard et on t'a tendu. Voilà. Donc vous voyez l'influence des anciens rites sur le catholicisme de l'époque.
Retour aux francs saliens, et avec Childéric, la marmule d'1,80 m, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la précocité et de la cruauté selon la loi salique, à 12 ans tu es majeur. Donc, responsable de tes crimes, et à l'époque on parle rarement de réinsertion. Et à 15 ans tu dois porter les armes. Si t'es un garçon tu vas à la guerre, si t'es une fille tu vas à la cuisine. Donc, avant même de perdre ton pucelage, tu dois aller te mettre sur la gueule contre des mecs en sandales et en jupe. Voilà. Bref, Childéric, il aura son premier fils, et attention, pas n'importe qui, Clodovicus. Clodovicus, ça vous dit peut-être rien, mais c'est le nom qu'on donne à Clovis, futur premier roi des Francs. Pendant ce temps-là, l'Empire romain n'est juste que l'ombre de lui-même, ce qu'il était à 300 ans auparavant, et eux, les Romains, ils sont plus ou moins tolérants avec toutes les religions. Toute la partie gallo-romaine devient progressivement chrétienne, donc on a toujours les mêmes gars en sandales et en jupe, et avec des capes rouges, blablabla, et tous les aigles partout, qui font des signes de croix à tout va. Et ça va se mettre à évangéliser toute la vallée de la Loire et à faire apparaître les paroisses rurales qu'on connaît aujourd'hui. Donc on avance en 486, Clovis est encore un putain de païen, il sait qu'il doit se prouver au combat. Il ira donc se mettre sur la gueule avec un dignitaire romain, plus connu sous le nom de Syagrius. Petite parenthèse, Syagrius, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il fout aussi le bazar dans ses propres rangs, parce qu'il aime bien se taper avec les siens également. Voilà, romain contre romain, voilà. Donc Clovis, il va flairer que le gars, il est pas stable émotionnellement, donc il va mettre sa race à Syagrius vers Soissons. On récupère le butin de guerre, et chez les Francs, et souvent chez les peuples barbares, tous les guerriers qui ramassent des trucs cool, les trucs qui ont l'air de valoir un peu cher, les gadgets, tout ce qui brille, ils ramassent tout ça et ils le ramènent au milieu du village, et on se répartit le butin de guerre entre les guerriers. Clovis, pendant ce temps-là, lui, il a un ami, il a des amis d'ailleurs un peu partout, mais il a un ami qui est évêque dans la région. Et même si Clovis est encore un païen, a pris tout à Tix, il est quand même pote avec tout le monde. Son ami évêque lui dit, écoute mon Clovis, il y a un vase dans ton butin qu'on aimerait bien récupérer. C'est Syagrius qui l'a volé et on aimerait bien l'avoir si ça te dérange pas. C'est parce que c'est plus ou moins une relique et c'est plus ou moins ami. Clovis il dit, ouais, pas de problème. Donc il arrive sur la place du village, il demande à ses potos, écoutez les gars, faites la teuf, bourrez-vous la gueule, cramez votre oseille, faites ce que vous voulez, mais moi j'aimerais bien récupérer le vase parce que c'est pour un copain. Et là t'as un petit FDP qui s'approche du vase, pour amuser la galerie, il fait tiens, on verra ce que le sort lui réserve à celui-là. Et il éclate le vase. Un Clovis, il range son frein, il est un peu énervé quoi. Il fait ok, t'as pété le vase, ok. La vengeance est un plat qui se mange froid, et quelques temps plus tard, en revue de troupe, Clovis, il voit le soldat, il fait mais putain, je te connais toi. Il s'approche délicatement, il fait mine de check la francisque de ce même soldat qui a permis d'éclater le vase, et il dit au soldat, mais mec, ta francisque elle est crado là. C'est fini le temps où on gardait nos morpions pour les manger au dîner. Il prend la francisque du soldat et toujours en maintenant le regard, il fait tomber la francisque du soldat à ses pieds. Dans le style irrespectueux, tu vas faire quoi là? Et comme le soldat, c'est une bonne grosse victime, il se baisse pour la ramasser. Et bam, gros coup de glaive romain dans sa sale petite gueule de fouine au soldat. Clovis, après ça, il va faire tondre et décapiter à la hache 2 ou 3 autres chefs saliens pour montrer que c'est toujours lui le patron. Et donc, à Soissons, un barbare païen a préféré son pote l'évêque à ses propres hommes. Après se mettre sur la gueule, faut niquer, faut baiser. Clovis, il avait déjà une femme qu'il avait chopée au franc rhénan pour des histoires d'alliance, et avec qui il a eu un fils, Thierry, qu'on verra plus tard dégommer du Burgonde dans le sud-est de la France. Niveau géographie, on a les Visigoths et les Burgondes au sud de la France et en Espagne, surtout pour les Visigoths, les Alamans en Suisse. Et tout le monde est déjà au vent de cette nouvelle religion, le catholicisme. Et il n'y a que les Francs qui sont encore païens à baiser les cadavres et à se laisser pousser la moustache. Clovis, il va rencontrer une petite frappe au doux patronyme de Clotilde. Clotilde, c'est une grenouille de bénitier, elle est super catholique, un peu prude, mais c'est à la mode à l'époque, donc Clovis s'en tape. Mais surtout, Clotilde, elle est super fraîche. Clotilde, en Burgondie, elle a reçu le Saint-Sacrement, donc elle pèse vraiment dans le game chrétien. C'est un peu la ceinture noire, quoi. Clovis, lui, sa femme, elle est morte, déjà. Donc, il trouve que la petite Clotilde, elle est plutôt à son goût, et voilà, le côté chevelu, torse en sueur, ça plaît à Clotilde. Voilà, donc ils vont se marier. Pendant ce temps-là, Clovis, il s'amuse à la guerre, faut pas oublier d'où on vient, et les bourrins, ça se refait pas. Et c'est à la bataille de Tolbiac, bataille entre les Francs et les Alamans, en Suisse, que Clovis va prendre la décision de rentrer dans le droit chemin. La Clovis qui prend une petite rouste à Tolbiac, sale journée pour les Francs, puis la bataille est pas encore terminée. Faut aussi savoir que Clovis est toujours fringué pareil, en espèce de mi-armure, mi-Marcel, sur son cheval, un glaive à la main, ça fait beau pour les tableaux, mais c'est peut-être pas très pratique pour se battre.
Il rassemble donc quelques sous-fifres dans une tente et il leur dit les gars, pour tout vous dire, il y a moyen qu'on mange des pissenlits à la racine ce soir, donc en vrai, s'il me reste deux trois chicots en début de matinée, demain, ben, je veux bien me faire baptiser par les potes à Clotilde. Clotilde, en plus, ça fait des mois que la meuf le bassine pour qu'il accepte Jésus dans son cœur. D'ailleurs, véridique, elle lui dit depuis quelques mois, si tu veux me lécher, tu dois lécher l'hostie. Tout ça pour dire que Clovis, le païen, il va finalement, à la surprise générale, gagner la bataille de Tolbiac. Clovis a 20 ans et son autre pote, l'évêque de Reims, l'amène petit à petit à penser comme un bon catholique. La moitié de la Gaule va déjà à la messe de toute façon, et puis ce peuple gallo-romain et chrétien, ben, il leur manque un roi. Pas un chef franc, un roi. Clovis, lui, tombe parfaitement bien. Il est accepté par les Romains, pote avec le clergé et copain avec les différentes noblesses de l'époque. Car il est un petit peu dans la continuité. Il s'appuie sur les deux systèmes, le système de valeurs chrétiennes et romaines. Clovis doit renoncer donc à la religion de ses ancêtres et de son peuple. Clotilde, princesse burgonde, elle a fait un taf monumental, et quand même pour convertir progressivement son gros bourrin de mari, il fallait taffer quoi. Donc le jour de Noël, en 498 ou 499, on sait plus exactement, tous les évêques se rassemblent autour de l'évêque Rémi de Reims pour le baptême de Clodovicus, Clovis. L'évêque Rémi lui dit « À poil mon crado, c'en est fini de jouer avec tes crottes de nez » et plonge la tête de Clodovicus dans l'eau bénite, et en ressort Clovis. Puis aussi, 3000 autres guerriers francs vont se faire baptiser en ce même jour de Noël. Maintenant, parlons un peu des Visigoths. Venus d'Italie et avec les Ostrogoths, qui s'installent vers Toulouse, ces gars sont convaincus que l'arianisme c'est trendy et démonte tout ce qui bouge de l'Espagne jusqu'à la Loire. Les gars, c'est vraiment des barbares, et t'as leur roi Alaric qui essaye un petit peu de se rapprocher des catholiques, et également parce que bon, il en a marre de jouer les crados depuis 5 siècles. Faut aussi savoir que les gars ont démoli Rome, ils ont vraiment saccagé Rome comme des bourrins, et ça, Clovis et les Francs, maintenant ils sont chrétiens, et ça passe plus. Donc Clovis, il commence à hausser le ton. Et il dit à Alaric, mec, ton attitude de bourrin, ça commence à taper sur le système de tout le monde, et surtout à moi. Viens, on se bat. Et eux, les Visigoths, se battre, ils adorent ça, donc on convient d'un endroit sympa, à Vouillers, qui est à 20 km de Poitiers. Et là, les Visigoths, ils prennent la raclée du siècle. Clovis, il est tellement chaud qu'il va même descendre de son cheval pour y aller à la mano, casser la gueule d'Alaric, et encore une fois montrer à tout le monde que c'est Clovis le patron. 2-3 hurricanes, une rouste dans les valseuses, là, double roundhouse kick, Alaric meurt des mains de Clovis. Tout le monde est choqué, vraiment. Le fils d'Alaric, qui s'appelle Amalaric, se replie en Espagne. Clovis va même pas le chercher, il s'en tamponne, il va récupérer pratiquement toutes les terres visigothes au-dessus des Pyrénées, sauf la Provence. Bref, Clovis pèse dans le game et est adoubé par les Romains, encore une fois, en devenant consul de Rome. Clovis, ancien païen, maintenant roi des Francs, chrétien, devient consul de Rome. Donc il peut aller taper des méchouilles avec l'empereur et tout, super. On peut vraiment dire que là, c'est plus vraiment un barbare. Les Francs sont des gars en sandales qui vont le samedi, après s'être tapés du Burgonde, ils vont à la messe le dimanche matin, puis ensuite ils vont manger des fruits allongés sur des canapés le dimanche après-midi, quoi. Clovis, il possède maintenant la France métropolitaine, à part encore et toujours les Bretons et les Burgondes, toujours les mêmes, la Belgique, une partie de l'Allemagne. Il n'y a plus personne qui veut le tester, même pour plaisanter. Il va donc centraliser un peu tous ces tribus bordéliques, il va imprimer la monnaie, lever l'impôt, rédiger son bréviaire disant plus ou moins « Moi, roi Clovis, je respecte les lois, toi, sujet, tu les respectes aussi parce que c'est devant Dieu, sinon tu meurs. » Il étend la loi salique, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne parle absolument pas que de dire aux gonzesses qu'elles doivent rester dans la cuisine, mais qui plutôt liste les différents crimes et donne des peines et des amendes pour chaque crime. Tout ça en s'inspirant des règles de la chrétienté, mais avec un petit twist franc. Tu voles un œuf, soit tu donnes 200 sous, donc 2000 balles de l'époque, on sait pas trop, ou, le petit twist franc, on te coupe un doigt. Tu voles un bœuf, tu perds ton bras, et ainsi de suite. On arrête les vendettas, et c'est l'arrivée de l'état de droit. On arrête les mariages incestueux, parce qu'à l'époque, baiser sa cousine, c'était normal. Et on verra que 400 ans plus tard, vers 900, le pape Urbain II, en voyant que c'était pas une idée si bête d'arrêter de baiser ses cousins, publiera un vrai décret pour toute la chrétienté en Europe et au-delà, pour dire à tous les chrétiens d'arrêter de baiser en famille. Ce qui sera à l'origine du développement des villes, avec des hordes de villageois qui chercheront l'amour hors de leur campagne. Bref, Clovis, il lui faut maintenant une capitale, et si vous vous souvenez de Sainte-Geneviève, on en avait parlé avant, à Lutèce, à Paris, lui il aime bien son délire. Paris est fortifiée, elle est bien placée, centrale pour le commerce. Il convoque donc le concile des Gaules, on ramène tous les évêques, et le partage du pouvoir se fait entre l'église et le roi. Et puis ça aide à éviter le totalitarisme à rien. On arrête l'esclavage parce que c'est pas très catholique, et bien sûr, faut bien remplacer ça par quelque chose, on met en place le servage, l'esclavage 2.0. Mon seigneur me laisse cultiver ces terres, je lui donne donc une grosse partie de tout ce que je prends avec un tribut. Clovis meurt en 511,
Clotilde le rejoindra 34 ans plus tard dans son mausolée dans l'église Sainte-Geneviève, qui n'existe plus aujourd'hui à Paris, et donc on n'a jamais retrouvé les restes de Clovis, qui pourraient être encore, peut-être, dans le sol de la rue Clovis à Paris. Pour la petite histoire, fera son apparition de la fleur de lys sur le champ d'azur qu'on voit partout comme symbole royal. Clotilde, la femme de Clovis, marchait tranquillement en forêt et à l'époque son blason c'était 3 crapauds. Donc le swag était au minimum 1 sur 10. Et là, elle rencontre un ermite qui lui dit « Des crapauds, ça fait vraiment dégueu, remplace-les par des fleurs, respecte-toi ». Et donc en conclusion, c'est là qu'on va commencer à se mettre sur la gueule avec les Anglais et on parlera de ça au prochain épisode.